Donc pourquoi aujourd'hui je suis ici? Pourquoi j'ai décidé d'être thérapeute et d'offrir des séminaires aujourd'hui? Pour certains d'entre vous, vous le savez, pour d'autres non. Mais moi je suis née donc à Marseille, d'une famille très pauvre, d'accord? J'ai vécu avec ma mère, parce que mes parents étaient séparés. J'ai vécu avec ma mère, et ma mère était alcoolique. Elle avait des grosses souffrances dans son enfance. Du coup, pour sortir de sa souffrance, ben, elle noyait son chagrin dans l'alcool. Sauf que quand elle buvait, elle était très violente. Donc, j'ai été une enfant battue, maltraitée. J'ai connu la faim, bien évidemment, hein, parce que quand il n'y a personne pour vous faire à manger et pour aller faire des courses, quand vous avez 5 ans, vous ne pouvez pas y aller. Donc, je remercie ma grande sœur, par contre, elle a 2 ans d'écart, hein, mais voilà, qui a essayé de prendre le plus possible soin de moi et de ma petite sœur, parce que 4 ans de moins, pour essayer de nous nourrir comme elle pouvait. Mais quand il n'y avait plus rien dans les frigos, il n'y avait plus rien dans les frigos. Hein. Pour donner une petite anecdote, il y a une fois où on a essayé d'aller s'acheter une baguette. Alors à l'époque, c'était les centimes, vous savez, les 10 centimes, 20 centimes, vous vous rappelez de francs? Donc en faisant toute la maison, on avait récolté 3 francs avec, pour pouvoir s'acheter une baguette de pain. En arrivant, en fait, chez le commerçant, hein, on lui demande une baguette, on lui donne les sous, il nous dit non, ça je ne prends pas. Donc là, je me suis dit dans ma tête, comment on va faire pour manger? Ma grande sœur a négocié une pomme. On a réussi à avoir une pomme, qui nous a fait payer. Hein. Une pomme. Et une pomme partagée en 3. C'est-à-dire que la moitié pour ma petite sœur, bien évidemment, et un quart pour ma grande sœur et pour moi. Pour vous dire, voilà, quand je vous dis j'ai connu la faim, j'ai vraiment connu la faim. Et quand je vous dis on a réussi à avoir une pomme, c'était au bout de 2 jours qu'on n'avait pas mangé, quoi. On a crevé de faim quand même à un moment donné, donc voilà. Mais ma mère n'était pas consciente, puisqu'elle était sous l'emprise de l'alcool, hein. Donc du coup, nous, on pouvait se débrouiller comme on pouvait. À l'époque, je devais avoir peut-être 8 ans, ma grande sœur avait 10 ans. Donc voilà. Ensuite, donc, mon père, donc moi j'ai pas été reconnue par mon père, j'ai été reconnue par ma mère. Mais mon père a vécu avec ma mère de l'âge de 4 ans à l'âge de 8 ans. Je n'ai connu mon père que 4 ans, tout simplement. À l'âge de 8 ans, quand il s'est séparé de ma mère, il a rencontré une autre femme, il s'est marié avec cette autre femme, il a eu une fille avec cette autre femme. Mais moi, j'avais pas de souvenir en fait. J'avais aucun souvenir de mon père. Puisqu'entre 4 et 8 ans, à un moment donné, mon cerveau, il a fait bug. Bug de tout. On se rappelle pas. Donc voilà, j'avais que ce qu'on me disait de mon père. Ma mère étant violente, évidemment, mon père était violent avec ma mère. Donc l'image que j'avais de mon père, c'était un homme violent. Aujourd'hui, je suis en contact avec lui. Tout se passe très bien. Et je sais qu'il n'est pas violent. Mais voilà, vous voyez, il y a l'image qu'on m'a donnée et l'image réelle. Mais parce que c'est comme ça qu'elle l'avait vécu. Elle l'avait vécu comme quelqu'un de violent. Mais en réalité, c'est parce que c'était sa demande à elle. Elle était violente. Et pour elle, un homme ne pouvait pas aimer s'il la battait pas. Ça, c'était sa croyance. Et donc, il y a des choses qu'on entend, qu'on ancre, évidemment, hein, et qu'il faut désancrer, qu'il faut enlever de sa tête, de son esprit, de son corps. Tout ça, vous allez l'apprendre. Donc du coup, voilà, toute cette enfance que j'ai eue, hein, a fait que j'étais dans un mal-être profond, pas dans mon adolescence. Ah non, j'ai oublié la petite histoire de l'attouchement. Parce que vous avez bien compris que ma mère n'était pas dans sa conscience, hein, était très nymphomane. Ça, j'en ai pris conscience très tôt. Très nymphomane. Et donc du coup, voilà, elle a ramené beaucoup d'hommes à la maison. Et il y a eu un de ses petits amis, petits copains de l'époque, qui un soir, a fait des attouchements sur moi. Tout ça, c'est des choses que j'ai gardées dans mon enfance, hein, que j'ai tues, bien évidemment, parce que j'avais honte. En grandissant, je me demande pourquoi j'avais honte. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire on a honte de choses qu'on n'est pas coupable, en fait. Et souvent, on porte ça. On porte cette honte qui ne nous appartient pas. C'était pas à moi d'avoir honte, c'était à lui, ma mère, ma soeur, et pas à moi. Vous voyez? Mais pendant des années, j'ai eu cette honte. Et j'étais quelqu'un de très renfermé. Pourquoi? Parce que, ben, évidemment, j'ai été éduquée comme ça. Hein.
tout ce qui se passe à la maison, reste à la maison. On le sait, hein, chez les Arabes, c'est comme ça. Et oui, ma mère était arabe, donc j'avais ce côté musulman, hein, on tait, on se tait. Donc évidemment, j'avais un autre visage à l'extérieur. Pendant mon adolescence, du coup, ben, à force d'avoir des douleurs en moi, hein, évidemment, ben, je me mettais dans un mal-être encore plus profond, encore plus profond, encore plus profond. J'avais ma petite sœur, on a 12 ans d'écart avec ma dernière petite sœur. J'étais sa mère. C'est-à-dire c'est moi qui l'ai élevée jusqu'à l'âge de 7 ans que je parte de chez moi. Mais c'est moi qui l'ai élevée, c'est moi qui la nourrissais, c'est moi qui la sortais. Tellement que les gens croyaient que c'était ma fille. Tellement qu'elle était tout le temps avec moi. Donc, et dans cette adolescence, pendant cette construction de moi-même, hein, j'ai fait 2 tentatives de suicide. Parce que j'en avais marre. J'en avais marre de prendre des coups, pour rien en plus. Hein. J'en avais marre de devoir jouer le rôle de la mère, alors que j'avais que 12-13 ans à l'époque. C'était pas mon rôle. Je ne pouvais rien faire. Alors surtout à l'âge de 16 ans, quand on commence à sortir avec les copains, qu'il faut se trimballer sa petite sœur. C'est un peu chier quand même, hein. Mais j'avais pas le choix. Si j'avais envie de sortir, bah, il fallait ma petite sœur. J'avais pas le choix. Donc voilà. Donc toute cette souffrance, hein, a fait que j'ai accumulé des souffrances. Hein. Donc j'étais très renfermée. C'est sûr que quand vous me voyez aujourd'hui, vous dites c'est pas possible. Si. Mais pour vous dire comment j'étais renfermée, c'est-à-dire que petite fille, j'étais dans un coin, je me mettais dans un coin là, par terre, assise, je suçais mon pouce, sinon on m'entendait plus. On m'oubliait. Mais parce que c'était comme ça que j'avais vécu, il fallait m'oublier, parce que si on me voyait, je me prenais des coups. Donc voilà, j'avais cette croyance de il faut m'oublier. Toute sage, toute dans mon coin là. Donc, à l'âge de 19 ans, j'ai été obligée de partir de chez moi. Pourquoi? Parce que là, j'étais en danger de vie ou de mort. J'avais plus le choix. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir être sauvée par une amie à ma mère qui, le soir de la catastrophe, m'a secourue en me prenant avec elle, en fait. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose pour moi. Là, j'en ai marre. J'en avais assez de vivre pour ma mère, de vivre pour mes sœurs, de vivre pour tout le monde, sauf pour moi. Et à l'âge de 19 ans, quand je discutais un petit peu de ma situation, donc personne évidemment était au courant, hein, on est d'accord, hein, j'avais bien le masque de la fille parfaite, avec la mère parfaite. Hein, pour vous dire un exemple, j'avais un ami à moi qui me disait « Oh, ta mère, elle est géniale, j'aimerais avoir ta mère. » Je lui disais « Si tu veux, je te la donne. » Mais lui, il pensait ça, que je rigolais quand je lui disais ça. Moi, personnellement, je le pensais. Sérieusement. Hein, à un moment, je lui disais « Ouais, tu la veux, je te la donne. Volontiers. » Non, parce que tu sais pas ce que je dis. Et le soir de Noël, en fait, donc on avait fait Noël avec des voisins, c'était disputé avec un des voisins, en rentrant à la maison, en fait, en colère, bien énervée, hein, parce qu'elle s'est pris la tête avec l'autre, mais c'est moi qui ai pris, hein, on est d'accord, c'était normal, elle n'est pas s'en prendre à l'autre, donc c'était moi. Et elle m'a jeté un cendrier, elle m'a cassé le cendrier sur la tête. Il le voit, il était là ce jour-là, il le voit, il me dit, il faut que tu ailles à l'hôpital. Je dis non, je peux pas. Je peux pas aller à l'hôpital, je vais dire quoi à l'hôpital? Jour de Noël, 24 décembre, ma mère m'a jeté un cendrier sur la tête. Joyeux Noël, voilà ton cadeau. Non, je peux pas. Donc, je me suis toute seule avec un gars. Hein. Il va voir ma mère et il lui dit il faut amener Sonia à l'hôpital. Elle me dit mais pourquoi faire? Elle saigne. Mais tu vois pas qu'elle fait exprès? Non, on sort de la réalité. Comment je peux faire exprès de saigner? Et là, je le regarde, je dis tu la veux toujours, ma mère? Je la donne. Elle m'a dit non, j'en ai plus. Oui, mais parce que elle avait un masque. Hein, évidemment, de la mère parfaite. Moi, je jouais ce rôle aussi. Et j'avais le sourire tout le long. Dès que j'étais dehors, j'avais le sourire. Tout allait bien pour moi. Je faisais la fête avec les copains, les copines. Tout allait bien. Je rentrais chez moi, j'ouvrais la porte, j'avais le sourire. Je fermais la porte, je perdais le sourire. Parce que là, je savais l'enfer qui m'attendait. Je savais qu'il fallait que je fasse le repas pour mes sœurs. Il fallait que je fasse faire les devoirs, mes petites sœurs. Il fallait que je fasse les miens, de devoirs, parce que j'étais quand même au lycée. Au collège et au lycée. Il fallait que je fasse à manger pour ma mère et son petit copain qui avait mon âge. Qui invitait les copains, évidemment.
Donc voilà, il y a un moment où je ne peux plus, donc je voyais que la mort. Et aujourd'hui, je remercie, mais je remercie tous mes guides hein, qui sont là, toujours auprès de moi, d'avoir fait en sorte que je ne suis pas morte. Parce qu'aujourd'hui, je n'aurais pas cette joie d'avoir un mari idéal, d'avoir des enfants merveilleux et d'être avec vous aujourd'hui pour vous témoigner tout ça. Et si je vous en témoigne, c'est pas pour me faire plaindre, hein, pas pour vous dire j'ai été battue, bon, aujourd'hui je suis en accord avec ça. Pendant des années, j'en ai voulu à ma mère. Je l'ai haï. Pendant 15 ans, je ne lui ai pas adressé la parole. Mes enfants sont nés, je lui disais, mais quand elle m'a envoyé un message en disant mon petit-fils, je lui disais, mais je ne comprends pas que tu n'es pas sa grand-mère. Tu n'es plus ma mère, tu ne peux pas être sa grand-mère. Réfléchis. J'avais tellement de haine et de colère hein, qu'aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, je l'aime, ma mère. Mais je l'aime plus que tout au monde, ma mère. J'ai un amour, comment dire, infini, parce que c'est grâce à elle que je suis là. Et inconditionnel, tout à fait. Pourquoi? Parce que j'ai appris de ce qu'elle a vécu, elle. J'ai appris que c'était sa souffrance qu'elle ne voulait pas voir et qu'elle me faisait voir. C'était son problème à elle, c'était pas le mien. Quand j'ai pu libérer tout ça, quand j'ai pu travailler, quand j'ai travaillé sur vous, hein, et tout ça a fait que aujourd'hui, j'ai d'autres rapports. Je suis en contact aujourd'hui avec elle. Je lui passe mes enfants au téléphone. Elle est contente. Tout ça fait que toute cette expérience m'a permis aujourd'hui d'être là où j'en suis, encore une fois. Et je remercie, mais de tout cœur, mon passé. Je ne changerai pas une virgule de plus. Je repasserai tout ce que j'ai passé, toutes les étapes que j'ai passées, je les repasserai. Je ne changerai rien. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pu m'en sortir. J'ai pu comprendre comment ça se passait, le conscient, l'inconscient. Comment pouvoir vous aider à vous aujourd'hui. Comment faire pour être heureux. C'est possible. Malgré toute la souffrance qu'on a eue, malgré toutes les difficultés de notre vie, c'est ce qui nous a fait avancer. C'est ce qui fait qu'on est nous aujourd'hui. Rendez-vous compte que tout ce que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à votre passé. Et tout ce que vous serez dans votre futur, c'est grâce à votre présent. Si vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes, c'est votre passé. Ce que vous serez dans le futur, c'est votre présent. Et c'est pour ça que c'était important de vous féliciter tout à l'heure. Vous féliciter de changer votre vie, comme moi j'ai changé la mienne. De ne plus vivre dans la souffrance, de ne plus s'abattre, de ne plus se dire le sort s'acharne sur moi, c'est pas vrai. Tout est faux. Vous allez apprendre. À un moment donné, c'est ok, qu'est-ce que je fais de cette colère? Est-ce que j'ai vraiment envie de la garder, cette colère? Ou pas? Et tu as le droit de la garder si tu as envie de la garder. Si c'est ce qui te permet, toi, de te booster, d'avoir de l'adrénaline et de te dire ok, c'est comme ça que je veux avancer, tu as le droit de la garder. Mais tu ne te libères pas. Et tu as le droit de ne pas te libérer aussi. Tu as le droit d'avancer à ton rythme à toi. Mais à un moment donné, c'est juste se dire qu'on ne pardonne pas la personne, hein, on pardonne pour soi, pour se libérer soi-même. Et être nous-mêmes. Arrêter d'être la personne qu'on aimerait qu'il soit, qu'on pense qu'il aimerait, ou qu'il pense que... Ça, on s'en fout. Ouais, mais après, ça retombe sur ce que j'ai écrit, en fait. Je vais pardonner à l'autre pour moi. Oui, tout à fait. Mais du coup, il y a un sentiment de culpabilité, un peu. Parce qu'on ne lui pardonne pas à lui par rapport à ce qu'il a fait, ou à elle. Tu pardonnes pas les actes, encore une fois. Mais on pardonne, oui, mais on pardonne à l'autre pour soi. Oui. Oui, c'est logique, mais c'est pas pour ça que c'est acceptable. Non. Bah, si tu, Non, parce que tu mets un jugement là. Là, tu mets un jugement. On ne te demande pas de juger. D'accord avec ce qu'elle a fait. Voilà, c'est ça. C'est juste accepter ce qu'elle a fait. Pour libérer. On ne te demande pas d'être d'accord avec ce qui a été fait ou pas, en fait. C'est juste accepter que ça s'est fait. Dans le... Alors, lui, il veut pas accepter. Moi, c'est plus le principe, en fait, de dire à l'autre, je te pardonne,
mais pas pour toi. Je te pardonne pour moi. En fait, Non. Oui, je sais. Alors, Il y a- non. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas que tu le libères pour toi. Tu pardonnes à l'autre en réalité. C'est toi que ça va libérer. Oui. Tu pardonnes pas l'acte, tu pardonnes pas ce qui a été fait, encore une fois. J'ai pas pardonné le fait que ma mère m'ait battue ou qu'elle ait bu de l'alcool ou ce que tu veux. J'ai pardonné la personne qu'elle était. J'ai pardonné le fait qu'elle n'ait pas eu d'amour, elle, et qu'elle n'a pas pu m'en donner. C'est ça que j'ai pardonné. C'est pas l'acte. L'acte, de toute façon, il est fait. La souffrance, elle a été faite. Mais une fois que tu pardonnes la personne, du coup, la souffrance s'en va aussi. Donc, il n'y a plus de colère. Il n'y a plus de culpabilité. Il n'y a plus de honte. Tous ces sentiments que j'avais, moi, de colère, de honte, de culpabilité, d'être une grosse merde, hein, je vais être franche, hein. Je me sentais une grosse merde. La boniche, Cendrillon, c'était moi, Cendrillon. Je suis la vraie Cendrillon, parce qu'aujourd'hui, je suis une princesse. Mais c'est ça. C'est ça que j'ai transformé. C'est pas l'acte. L'acte, de toute façon, il est fait. Si je pardonne l'acte, ça veut dire que je suis capable, moi, de le refaire. J'ai pas envie de le refaire. Et c'est pas pardonner l'autre pour soi, être égoïste. C'est pas l'égoïsme, c'est tu pardonnes. Tu pardonnes le fait que la personne n'ait pas eu les moyens physiques, psychologiques de t'apporter ce que toi tu pensais, encore une fois, hein, de l'amour. Ou d'être un père ou d'être une mère. C'est une pensée. Le père idéal, la mère idéale, l'enfant idéal n'existe pas. L'homme idéal, la femme idéale n'existe pas encore. C'est un mythe. Et encore une fois, si je te demande à toi, c'est quoi le père idéal? Ça sera différent de Candide, qui sera différent de Padoua, qui sera différent de Fatia, qui sera différent de Fatima, qui sera différent de tous. Tu vois? C'est vraiment ce truc de ta pensée à toi. Mais en fait, on imagine en réalité un père ou une mère, la souffrance par rapport à ce qu'on n'a pas eu en vérité. J'ai pas eu d'amour, donc j'aurais voulu un père qui soit câlin. Ça te trouve, t'aurais eu un père câlin, t'aurais dit non, moi j'aurais voulu un père qui soit moins câlin. T'aurais eu un père moins câlin, t'aurais dit non, mais moi j'aurais voulu un père qui travaille. Tu vois? Il travaille, ben je le vois jamais. J'aurais préféré avoir un père qui soit au chômage. Il est au chômage, j'ai pas d'argent, donc j'aurais préféré avoir plus d'argent, donc mon père il aurait pu se bouger. Mais en vérité, tu trouveras tous les défauts du monde à chaque fois, dans n'importe quelle situation que tu trouveras dans ta vie, quoi. Et c'est ça qu'il faut pardonner en fait. Parce que même si tu aurais eu le père que tu voulais dans ta tête, ou la mère que tu voulais dans ta tête, hein, tu l'aurais eu, tu aurais voulu quelqu'un d'autre. Automatiquement. L'humain n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Jamais. C'est pour ça que quand vous avez... ça vous est déjà arrivé de vous dire, putain, je veux un truc, bon, ça coûte un peu cher, mais tant pis, je vais me l'offrir. Hein. Vous l'avez, au moment où vous l'avez, hein, vous dites, ouais, ça y est, j'ai réussi, je l'ai. Une semaine après, c'est fini, vous l'avez. Oh, je veux autre chose. Pourquoi ça marche, les iPhones? Il met un programme en plus. Un programme en plus. Tout le monde veut le dernier iPhone. Il y a un truc en plus. Les gens, ils vont s'endetter pour se l'acheter. 600 € le portable. Tu vois? Et pourtant, il y avait un truc en plus, quoi. Mais je veux celui-là. Et quand ils l'ont, la plupart, hein, ils te disent, il est pourri l'iPhone, en fait. Mais moi, toutes les personnes qui ont un iPhone, j'ai entendu dire ça. C'est pourri l'iPhone. Il en sort tout le temps. Ça se vend. En plus, il en sort. Il est malin, Steve Jobs. Parce que il le fait de manière limitée. Ce qui crée l'urgence. Et les gens, ils disent, si je ne l'ai pas, je ne l'aurai jamais. Il me le faut moi, c'est moi. Quand ils l'ont, ils disent, putain, il est pourri. L'année d'après, il ressort, il dit, je le veux. Il était pourri, hein, on est d'accord. Eh bien non, il leur faut. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont combler un manque. Mais en réalité, ils n'ont pas besoin d'un iPhone. Tu prends un portable à 80 €, c'est la même chose. Il a la même fonction. Un portable, ça sert à quoi à la base? On est d'accord? On a tous Internet dessus. Qui c'est qui a un vieux portable sans Internet? Toi, t'as pas Internet. Toi, une. Il y a 1% de la population. Voilà.
Parce que tu as accès autre part. Mais nous, on a tous le portable. Qui c'est qui n'a pas l'appareil photo sur le portable? Tout le monde a l'appareil photo sur le portable. Non, non, le téléphone que j'ai acheté pour le séminaire, il n'y a pas l'appareil photo, il n'y a pas l'internet. C'est un portable de merde. Hein. Tu fais que téléphoner avec. Et envoyer des textos. C'est tout ce que tu fais avec. Mais à la base, ça sert à ça, un portable. On est d'accord? Mais qu'est-ce qui va te donner envie de l'acheter? Ton père, ta mère, c'est la même chose. Tu as créé une imagination sur le dernier iPhone. Ils vont juste vous dire, il a ça en fonction en plus. Dans ta tête, tu vas te dire, attends, mais il y a ça, donc du coup, je peux faire ça, et avec ça, et puis ça. Et en fait, quand tu l'as en main, tu te dis, putain, en fait, c'est trop compliqué, c'est de la merde. Tu le fais tomber, il est cassé en 1000 morceaux. Au prix où tu le payes, et il te le rembourse pas. Parce qu'en plus, il est fort, Steve Jobs. Il te le dit, hein. Je rembourse pas. Tu l'as cassé, tu te démerdes. Je t'ai vendu de la merde, toi qui l'as acheté, la merde. Je t'ai pas demandé de l'acheter. Moi, je t'ai juste dit, il a ça en fonction. C'est tout. Et j'en ai 10 000. Point. Et c'est vrai. C'est tout à fait vrai. On est d'accord avec ça. Tous. Qui c'est qui n'est pas d'accord avec ça? Levez la main, qui c'est qui n'est pas d'accord? Personne. Tout le monde est d'accord avec ça. Et ton père et ta mère, c'est la même chose. Tu comprends? C'est pareil. Tu aurais le père ou la mère idéal dans ta tête. Tu n'aurais pas voulu. Tu aurais voulu des fonctions en plus. Tu aurais voulu que quand tu le fais tomber, il ne casse pas. Tu en aurais voulu un autre. Qui, sincèrement, là, qui est satisfait de ses deux parents? Non mais moi ça y est, je suis satisfaite. Maintenant, on est d'accord. Non, mais jusqu'à maintenant, qui est né en se disant, moi j'ai des parents parfaits? Karine. Parfait, non, mais j'ai réfléchi à quelque chose. Rien de grave. C'est l'idée que voilà, c'est pas grave. Oui, mais parce que tu as travaillé dessus alors. Si tu as l'idée de c'est pas grave. Déjà à l'époque, je trouvais que c'était bien. C'est très bien. Super. Il y en a une qui est satisfaite de ses parents. Bah, j'ai eu des parents. C'est ça? Tu as eu les parents que tu voulais. C'est très bien. Mais tu vois? Il y en a une qui est satisfaite de ses parents, qui a eu les parents qu'elle voulait. Pas à 100%, je pense. Hein. Il y a des trucs qu'elle aurait voulu changer. Hein. Les programmes. Il y a quelques programmes qu'elle aurait voulu changer. Mais elle a fait avec. C'était ses parents, de toute façon. Hein. Elle a grandi avec de l'amour, c'est mieux. Mais vous voyez que la plupart des gens, c'est ça. La plupart des gens, ben, ils ont des parents qui ne veulent pas. Et c'est pour ça qu'il y a ce proverbe, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. On fait avec, on n'a pas le choix. Et dans toutes les familles, hein, dans toutes les familles, il y a toujours un oncle, une tante bizarre. Ça c'est sûr. Un cousin, une cousine. On a tous la même famille, regardez. On a tous les mêmes. On est tous une grande famille. Et on a tous des oncles, des tantes super aimants. Ah ouais, c'est vrai, c'est ça. Des cousins, des cousines, c'est nos meilleurs amis. On a tous les mêmes familles. C'est ça les trucs. Donc tu peux pardonner sans la colère. Et comme tu es un bon élève, tu vas le faire avec moi. Mes expériences de la vie passée, je sens qu'il y a quelque chose qui me ramène toujours à toi. Aujourd'hui, je cohabite avec toi, avec mes enfants, et je réalise que la vie quotidienne, tous ensemble, n'est pas à la hauteur de mes attentes. Tu es toujours cette mère qui veut tout contrôler, intervenir dans l'éducation de mes enfants. J'en ai marre de te voir interférer ou m'empêcher de vivre ma vie. Je réalise que tu es négative à tout point de vue, c'en est même devenu toxique. Au fur et à mesure du travail que je suis en train de faire sur moi, je comprends que tu n'as pas
que tu ne m'as pas donné les ailes pour me déployer dans la vie, mais plutôt érigé des barreaux qui empêchent la liberté de me réaliser. Cette prise de conscience m'amène peu à peu vers le chemin de la libération, car je ne suis plus dans la haine, ni dans la colère, mais au contraire dans l'empathie et la compassion. Je te pardonne, car tu es en réalité une femme très courageuse et patiente, et je te remercie pour ces qualités dont j'ai hérité. Je t'aime, ma petite maman. Merci de tout cœur pour ce témoignage. Vous avez vu ce qu'elle a fait dans l'écriture? Elle a commencé par toute sa colère, sa haine, décrire sa mère, de tout ce qu'elle n'aimait pas. Et elle a fini par toutes les qualités qu'elle a sa mère. Et juste ces qualités, juste ça, a suffi pour lui dire « Je t'aime pour ça ». Elle le dit à la fin. Pour toutes ces qualités que tu m'as